Donc je vais demander à tous les intervenants de se présenter assez rapidement parce que les conférences durent maximum 1 heure et j'aimerais bien vous donner la parole. Donc Madame Kiefer, si vous voulez commencer. Bonjour, donc je suis Gudrun Kiefer, je suis la responsable de la première année du programme Grande École de M. Lyon Business School à Lyon. Ça s'appelle chez nous l'année bachelor, ce n'est pas un bachelor, c'est une année pré-master, la première année du programme Grande École, qui va amener nos étudiants à un grade de master, donc ils vont obtenir un Master of Science in Management. Une formation très générale qui en même temps leur permet de se spécialiser grâce à des majeurs en finance, dans le secteur audit, conseil, développement durable, gestion des associations, gestion de projets, ressources humaines. La liste est longue, il y a 40 spécialisations. Nous proposons aussi des doubles diplômes pour nos étudiants. Nous avons un campus à Shanghai qui leur permet de se spécialiser pour la zone Asie, pour la Chine. Et nous avons 120 partenaires académiques ainsi que plusieurs doubles diplômes en Europe et à l'international. Monsieur Chenel. Donc Christian Chenel, je suis directeur des programmes de Novantia Business School Paris, qui est le résultat de la fusion de 2 écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui s'appelait Advantia, l'école de l'entrepreneuriat, et Negotia, l'école des commerciaux. Et donc l'idée avec Novantia, l'objectif, le challenge, c'est de former une nouvelle génération de managers qu'on appelle des business developers, qui allient donc à la fois des compétences commerciales pour mettre en œuvre, inventer, innover, trouver de nouveaux produits, de nouveaux services, les commercialiser et aussi mettre en place de nouvelles structures, donc une agilité entrepreneuriale à côté de ces compétences commerciales. J'ai une autre casquette aujourd'hui qui peut vous intéresser. Je suis aussi délégué général du concours A2+3. A2+3 est un concours commun à 8 grandes écoles de commerce et de management pour l'admission en première année de ce qu'on appelle les programmes bachelor. En ce qui nous concerne, ce sont des programmes bachelor en 3 ans après le bac. Et donc ce que je vous présenterai, c'est aussi ce modèle d'études en école de commerce en 5 ans, mais articulé en 2 étapes, un bachelor en 3 ans suivi d'un master en 2 ans. L'intérêt, c'est d'obtenir un diplôme au bout de 3 ans et d'avoir le choix par la suite, soit de rejoindre, de s'insérer professionnellement, de rejoindre le monde du travail, et il y a encore des opportunités très importantes à ce niveau-là dans les entreprises, ou alors, et c'est le cas le plus fréquent maintenant, de poursuivre vers un master dans la même école ou ailleurs. Et je crois que vos écoles ont intégré le logiciel APB, c'est ça? Alors, merci. Tout à fait, c'est important de le souligner. Le concours A2+3 et donc les 8 écoles qui en font partie seront à partir du 2 décembre sur le portail Admission Post-Bac pour l'inscription, donc pour le concours 2014. Monsieur Offray. Bonjour à toutes et à tous, Damien Offray, je suis responsable de la promotion des programmes pour le groupe Kedge Business School, qui est issu de la fusion des écoles de commerce de Bordeaux et Marseille. Nous représentons aujourd'hui une institution de plus de 10 000 étudiants, un peu plus de 30 000 diplômés et dispensons une trentaine de programmes de formation. Donc je rejoins mes collègues sur les univers, les secteurs d'activité de nos formations, sur de la finance, du marketing, de la communication, du commerce international. Et donc nous recrutons du niveau bac et allons jusqu'à bac+5, bac+6, voire plus avec les MBA. Mais je crois que la thématique de ce matin est de parler du programme Grande École, qui est le programme qui recrute à partir de bac+2 des étudiants qui sont issus de classes préparatoires HEC de différentes options scientifiques, économiques, littéraires ou technologiques, et d'autres profils d'étudiants qui ont fait une première formation dans le supérieur après un BTS, un DUT ou des licences et peuvent justifier d'un niveau bac+2 minimum. Madame Cobel. Donc, bonjour, je suis Marie-Noëlle Cobel, le directeur des études des programmes master de l'ESSEC. Donc, par rapport au public ici présent, directeur des études de la grande école ESSEC. Le groupe ESSEC, si je laisse de côté la formation permanente, est en formation initiale un portefeuille de programmes qui va du BBA de l'ESSEC, qui s'intègre en post-bac, sur concours post-bac, jusqu'au PhD. Donc ça vous donne l'étendue des programmes. Plus spécifiquement donc pour la grande école ESSEC, une école qui regroupe 2500 étudiants,
qui intègrent après, sur concours de classes préparatoires et qui, effectivement, mais là on y reviendra peut-être dans les spécificités, offre une particularité qui est l'individualisation des parcours. Donc je ne vais peut-être pas m'étendre plus que ça par rapport à la présentation que vous souhaitiez au départ. Oui, c'est parfait. Moi, ma première question, c'est de savoir s'il faut faire une classe prépa ou si c'est pas obligatoire de faire une classe prépa pour intégrer une école de commerce. Vous voulez répondre peut-être en premier? Alors, c'est une vraie bonne question à laquelle, effectivement, on va essayer de répondre de façon très claire, surtout s'il y a dans le public beaucoup d'étudiants en terminale qui s'interrogent. Je dirais en premier lieu, quand on est en terminale, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire moi? Il n'y a pas dans son schéma à dire la formation entrer dans une grande école après la classe préparatoire est meilleure que la formation rentrée post-bac. Je crois que la dimension n'est pas ça c'est mieux que cela, c'est est-ce que c'est plus adapté à ce que veut faire l'élève. Le premier critère que je mettrais peut-être en avant est la question est-ce que j'ai envie de poursuivre une formation académique large, plus approfondie que ce que je fais en terminale, plus poussée que ce que je fais en terminale, mais est-ce que j'ai de l'appétence, de l'attrait et de l'envie pour poursuivre une formation en mathématiques, philosophie, économie, histoire géo, langue, voilà. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Auquel cas, si la réponse est oui, ça m'intéresse, la classe préparatoire est idéale pour cela. Si la réponse à cette question est non, j'ai envie tout de suite de démarrer dans la professionnalisation de ma formation, je crois que, mes collègues le confirmeront ou infléchiront cette position, effectivement, une école post-bac, comme par exemple je compare à l'ESSEC, la grande école ESSEC et le BBA de l'ESSEC, il est vrai que le BBA de l'ESSEC rentre dès le début dans la professionnalisation des disciplines. On rentre effectivement dans des disciplines managériales. Ces disciplines managériales, on les fait également à la grande école, mais en ayant le socle qui a été développé en prépa, le socle de connaissances, de culture générale et d'appréhension des matières qui sont, je dirais, dans la continuité du lycée. Voilà. Un élément qui est le premier élément, mais après je vais laisser la parole à mes collègues bien sûr. Le premier élément c'est ça, c'est est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai envie de m'investir et de construire ce socle d'ouverture, de culture générale dans toutes ces disciplines? Et là, vous devez l'entendre à mon ton, je pense qu'effectivement les classes préparatoires sont vraiment une excellente formation pour ça. Avec d'autres compétences bien sûr qui y sont développées, versus j'ai tout de suite envie d'approcher les entreprises et de rentrer dans des disciplines managériales, comptabilité, finance et autres. Voilà. Je peux aller plus loin, mais je ne suis pas sûre que ça serait apprécié de mes collègues. Oui, Monsieur Auffray, je crois que vous vouliez préciser. Oui, mais je rejoins tout à fait Mme Kobel sur l'approche, le côté pragmatique qu'on a de formation dite professionnalisante à la sortie du bac ou une classe préparatoire. Mais je tiens également à préciser aujourd'hui, pour les parents qui sont présents, que pour intégrer ce qu'on appelle le programme grande école de nos institutions, il faut minimum un bac plus 2. Voilà. Hein, alors qu'on propose aussi d'autres formations en post-bac, du type le BBA de l'ESSEC ou le bachelor qu'on a également à Catch Business School, ou d'autres formations post-bac chez nos homologues. Donc, ils sont deux formations différentes. Si vous intégrez une formation en post-bac, vous aurez peut-être l'opportunité de pouvoir présenter l'intégration au programme Grande École via un concours. Les banques d'épreuves sont multiples. Vous avez la banque Écricom Tremplin, vous avez la banque Passerelle, qui sont donc pour les étudiants titulaires à minima d'un bac plus 2 et qui souhaitent intégrer le programme Grande École d'une grande école. En gros, vous êtes en train de dire que pour intégrer par exemple HEC, ESSEC, des écoles comme ça très réputées, il faut avoir un bac plus 2. Oui. Un bac plus de minimum pour intégrer le programme Grande École. Alors, juste préciser ce que veut dire bac plus 2, par exemple à l'ESSEC, nous n'avons pas d'intégration en première année en dehors des classes préparatoires. Nous n'intégrons pas à l'ESSEC des étudiants, alors
je porte aucun jugement de valeur, mais nous n'intégrons pas, nous n'avons pas de concours à la différence d'autres écoles sur un DUT ou un BTS. Voilà, donc faites très attention quand même de ne pas généraliser. À votre question, madame, je répondrai que regardez dans les différentes écoles la voie d'intégration en première année ou la voie d'intégration par admission sur titre, car elles sont spécifiques à chaque école. Donc à l'ESSEC, on a en première année que le concours, on a 370 étudiants qui intègrent sur le concours programme classe préparatoire. Toutes classes préparatoires, bien sûr, sont prises en compte, mais uniquement classe préparatoire. Oui, je me suis mal exprimée, mais en fait, c'est ce que j'entendais, classe prépa. D'accord. Vous vouliez continuer ? Donc oui, sur les formations donc pour intégrer nos écoles, donc je rejoins tout à fait Madame Kobel sur le questionnement que vous devez avoir aujourd'hui en classe de terminale, c'est est-ce que je suis fait pour intégrer une classe préparatoire où on va me demander encore plus d'investissement, plus de travail pour préparer un super bac pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, la force de cette formation en classe préparatoire, c'est une culture générale exceptionnelle, c'est une puissance de travail, une organisation dans le travail et surtout 100% de chance à l'issue de ces 2 ans de classe préparatoire de pouvoir intégrer une grande école de commerce. Quand je dis 100% de chance, c'est que les étudiants vont pouvoir être affectés en fonction de leur stratégie à peut-être la meilleure école qui est HEC, ou l'ESSEC, ou le M Lyon, qui sont dans le top 5 français aujourd'hui et installés depuis des décennies à ce niveau d'excellence. Et après, auront le choix d'autres écoles, peut-être avec un peu moins de notoriété ou un peu moins reconnues, mais intégreront la totalité des grandes écoles de commerce. Puisqu'aujourd'hui, on a autant de places dans les grandes écoles grades de master que nous n'avons de candidats issus de classes préparatoires. Pour les admissions, qu'on appelle donc admissions parallèles, donc pour les titulaires de Bac+2, Bac+3, après DUT, BTS, Bachelor, licence, Master, là on est sur un ratio qui oscille le plus entre 50% et 60% de chances d'intégrer une grande école. Donc il y a aussi ce critère d'analyse à avoir, et je pense ce questionnement, est-ce que je souhaite poursuivre des études scolaires pendant 2 ans au sein d'une classe préparatoire, ou je souhaite intégrer une filière qui va me permettre, juste après mon bac, de pouvoir avoir des expériences en association, d'effectuer des stages en entreprise, de partir à l'international et d'approcher des thématiques comme le marketing, la communication, le droit, les ressources humaines. Donc c'est là qu'il faut se poser la vraie question pour savoir si le choix est la classe préparatoire ou un autre cursus. Oui, alors je pense que vous devez aussi réfléchir à votre avenir professionnel. Est-ce que vous souhaitez plutôt rester en France? Est-ce que vous souhaitez vous lancer très vite dans l'international? Si vous regardez un peu les chiffres, ceux qui sont diplômés d'une grande école, il y a à peu près, bon, ça dépend des écoles, entre 23% et 30% des diplômés qui ont un premier travail à l'international, qui reviennent ensuite éventuellement travailler en France, qui changent de pays. C'est une dimension qui est très importante aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que les grandes écoles vont vous proposer. Donc, analysez bien, si vous avez envie de vous professionnaliser très vite, le contenu du programme Bachelor. Regardez s'il se déroule uniquement en France ou s'il y a déjà une dimension internationale là-dedans, parce que les recruteurs aujourd'hui vont vous demander cette dimension internationale. Même si vous restez en France, vous allez travailler avec des personnes de nationalités différentes, de cultures différentes. Donc ça peut être quand même un atout complémentaire si vous avez déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Je précise juste que bachelor, c'est Bac+3. Voilà, mais il y a aussi des bachelors d'excellence, Bac+4. Donc là aussi, il faut regarder si c'est en 3 ans ou en 4 ans, et s'il y a un échange à l'international inclus ou non. Ça existe. Je rajouterais que le bachelor, c'est la terminologie anglo-saxonne pour le niveau licence. Oui. Donc 3 années d'études minimum après le bac. Il y a aussi des bachelors en 3 ans d'excellence. Oui. Moi, je représente, vous l'avez compris, les admissions juste après le bac. Donc le choix, vous l'avez compris, on appelle ça souvent la voie royale, les classes prépa, avec effectivement une polarisation sur les aspects académiques, donc une formation de très haut niveau. Je ne suis pas là pour les opposer. Je dis simplement, il y a un autre choix qui permet d'intégrer dès après le bac une école de commerce.
de bénéficier donc de tous les atouts d'une grande école, que ce soit le corps professoral, tous les moyens mis à disposition, la proximité avec l'entreprise, puisque c'est vrai, je pense qu'une des différences, c'est le contact avec l'entreprise à travers des projets, à travers des stages, à travers l'apprentissage, parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de poursuivre ses études en apprentissage. Donc d'être plus directement et plus rapidement immergé dans le monde professionnel. C'est normal aussi, et rassurez-vous, à 17, 18, 19 ans, quand vous êtes en terminale, que vous avez passé le bac à la fin de l'année, de ne pas très bien savoir ce que vous voulez faire. Je pense que c'est la majorité des cas, et c'est normal. Donc l'intérêt que vous intégriez une classe prépa ou un programme bachelor dans une école de commerce, c'est de vous permettre, tout au long de ces années aussi, de découvrir différentes possibilités, différents chemins possibles, et de faire un choix éclairé par la suite pour intégrer donc un programme grande école dans une grande école de commerce. Après, effectivement, les stratégies, si vous visez absolument HEC, l'ESSEC ou le M Lyon, il vaut mieux passer effectivement par une classe préparatoire pour intégrer le programme grande école. C'est très clair et il faut le savoir. Mais il faut aussi savoir qu'il y a d'autres chemins possibles, donc dès après le bac, ou alors via les admissions parallèles après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc il n'y a pas que la voie des classes prépa. Et le concours, il est différent quand on fait une classe prépa ou pas? Est-ce que c'est le même concours pour tout le monde? Pour les admissions parallèles, non, ce n'est pas du tout le même concours. Donc nous faisons partie de la banque commune des épreuves, donc vous la connaissez sûrement, c'est la BCE. C'est un concours qui est organisé pour 27 écoles actuellement, dont les parisiennes, nous et puis d'autres écoles. Il y a aussi la banque qui s'appelle Ecricom, c'est pour d'autres écoles de commerce, voilà. Donc vous allez passer des examens spécifiques par rapport à votre filière, donc des examens pour les S, pour les L, pour les E, pour les T. Et ensuite vous allez faire, selon votre admission ou admissibilité, un choix dans un système qu'on s'appelle SIGEM pour être affecté à l'une de ces écoles. Voilà. Si ensuite vous souhaitez intégrer une grande école via les admissions parallèles, c'est-à-dire avec une licence minimum, vous avez pour chaque école des examens très différents. Donc là, ce sont les écoles qui définissent ces admissions. Ce qu'on peut dire quand même, les points communs, que ce soit les concours après classe prépa ou post-bac ou en admission parallèle, c'est généralement le même schéma. Vous avez des épreuves écrites pour la phase dite d'admissibilité et ensuite des épreuves orales pour la phase d'admission. Donc c'est en 2 temps. En ce qui concerne A+3, donc pour le concours post-bac, les épreuves écrites sont au nombre de 4. Il y a une épreuve de synthèse, une épreuve de logique et ouverture au monde, une épreuve d'anglais obligatoire et une épreuve de LV2, où seuls comptent les points au-dessus de la moyenne. Et ensuite, donc, pour les candidats déclarés admissibles dans chacune des écoles, les épreuves orales, c'est un entretien et une épreuve d'anglais. Mais dans ce cas-là, c'est presque mieux si un élève ne veut pas intégrer HEC, l'ESSEC ou EM Lyon, de ne pas faire de classe prépa et d'intégrer à l'issue de 2 années par une voie un peu différente. Ouais, j'ai pas dit ça. Puisque le concours est différent. Oui. Non, mais je réponds à madame. D'accord. Mais il est aussi sélectif, oui. Attention, si vous souhaitez intégrer avec une licence ou un Master 1 une grande école, vous serez confronté à la même sélectivité. Ce n'est pas plus facile, loin de là. Il faut avoir un parcours académique sans faille, avec des notes qui sont quand même à la hauteur. Il faut avoir de l'expérience professionnelle, un vrai projet que vous allez présenter à un jury qui est composé d'experts qui vont vous observer de très très près. Donc il ne faut pas penser que, ok, là je ne veux pas passer le concours grande école, je ne veux pas faire une prépa, je vais faire autre chose avant, et après ça sera facile. Ce ne sera pas plus facile. Il ne faut pas se lancer là-dedans en pensant
que je vais décrocher une place dans une grande école une fois la licence en poche. Peut-être quelques chiffres pour préciser. Donc, en France, il y a un peu plus de 200 écoles de commerce et de management. Il y en a une quarantaine qui sont membres de la conférence des grandes écoles. Alors, on ne parle souvent que des plus prestigieuses. HEC, ESSEC, Lyon, etc. Mais il y a une quarantaine donc, de grandes écoles de commerce et de management en France qui ont toutes les mêmes critères de qualité et d'excellence, même si elles n'ont pas la même notoriété qu'HEC. C'est aussi un critère de choix. Donc regardez aussi quel type de diplômes sont délivrés au bout, quelle poursuite d'études possibles. J'insiste notamment sur le visa du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc diplôme visé, que ce soit pour le bachelor ou pour le master, et évidemment le grade de master, qui est la cerise sur le gâteau, un critère supplémentaire pour les programmes grande école. Je peux peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Madame Kiefer sur la stratégie, la réflexion en se disant ça sera plus facile d'intégrer l'école par une voie admission sur titre. Et puis après, je voudrais donner quelques exemples. Alors, Madame Kiefer disait attention, c'est tout aussi difficile, j'approuve complètement. Et j'ajouterais même que quand vous êtes dans la sélection, notamment au niveau de l'ESSEC, vous êtes dans la sélection sur l'admission sur titre, non seulement vous êtes en concurrence avec tous vos camarades qui ont déjà un parcours universitaire ou déjà une grande école scientifique ou école vétérinaire ou pharmacie ou tout ce que vous voulez, et vous y ajoutez la concurrence des étudiants internationaux qui veulent aussi rentrer dans nos écoles et effectivement qui candidatent à l'admission sur titre. Donc il faut évacuer de son esprit la stratégie de, je le qualifierais peut-être de contournement facilité ou autre. Donc je reviens effectivement sur le fait que c'est le projet, vraiment c'est le projet que vous avez. Si parmi vous, parmi les lycéens de terminale aujourd'hui, un étudiant se dit, voilà, moi je veux poursuivre les disciplines et les approfondir et j'ai vraiment une appétence pour cela. La classe préparatoire, bon, il est étudiant bachelier scientifique, il ira en classe préparatoire scientifique, il passera les concours dont Madame Kiefer a parlé, qui sont pour certaines épreuves communes à toutes les écoles, pour d'autres spécifiques, et il rentrera en première année. Si parmi vous, il y a des lycéens pour lesquels il y a une appétence pour des études de droit, ou des études scientifiques, une grande école d'ingénieurs, ou pharmacie, ou vétérinaire, ou tout ce que vous voulez, là, effectivement, la voie universitaire s'ouvre à vous, et effectivement, muni du M1 minimum, ou avoir bouclé sa première formation avec un M2, là, vous candidatez à l'admission sur titre, et ce qui est mis en avant, et ce qui nous intéresse, c'est le niveau académique. Donc ça veut dire qu'on retrouve la notion de excellence des parcours, mais là avec le premier parcours que vous avez entrepris, et projet professionnel. Mais pourquoi voulez-vous venir, notamment à l'ESSEC Grande École, pour faire une formation, alors que vous avez déjà votre première formation et votre diplôme d'ingénieur, par exemple. Donc ça n'est pas plus facile, c'est tout aussi sélectif, c'est tout simplement différent. C'est une complémentarité de projets professionnels. Voilà, je voulais juste apporter cet éclairage. Très intéressant. Et n'oubliez pas non plus que la plupart des grandes écoles proposent maintenant des doubles parcours. Ce qui veut dire que vous pouvez faire en même temps une grande école, donc obtenir un grade de master, un Master Science in Management, et un double diplôme, donc un Master 1 ou Master 2 en droit. Nous avons des accords avec les écoles centrales, donc il y a des places pour des jeunes qui veulent devenir ingénieurs et managers en même temps. La liste est longue, hein, donc ça aussi c'est une possibilité qui est proposée par nos écoles. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Monsieur Chenel, tout à l'heure. Vous disiez qu'il y avait 200 écoles de commerce, il y en a et de management, oui. 40 qui sont à la conférence des grandes écoles. Comment on choisit ? Comment on s'y retrouve ? Quels sont les critères pour bien choisir l'école qu'on veut intégrer ? J'ai donné déjà quelques pistes. Le fait effectivement de faire partie de la conférence des grandes écoles, puisque les critères pour y rentrer, c'est notamment de délivrer ce que j'ai dit, donc des diplômes visés, non seulement des diplômes visés, mais le grade de master. Alors après, vous avez aussi les accréditations internationales qu'il faut regarder, avec deux grands courants, un courant américain qui est l'accréditation AACSB, et l'agence et l'accréditation européenne, qui est EQUIS, où il passe, il y a les deux. Et
Et la troisième accréditation, c'est en bas, mais c'est pour les MBA, donc là, on parle d'autres programmes. Donc voilà, ce sont les principaux critères. Après, ce sont bien évidemment des critères de qualité du corps professoral, des travaux de recherche, des publications. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi du côté des anciens, des débouchés, évidemment, hein, parce que bon, c'est peut-être pas votre préoccupation première en terminale, mais c'est bien l'objectif quand même, hein, de trouver un emploi au bout. Le taux d'insertion professionnelle et les emplois possibles à la sortie et les parcours possibles à la sortie. Oui, aujourd'hui, on peut dire que donc, cette quarantaine d'écoles identifiées donc, avec le visa et le grade de master vont proposer globalement toutes les mêmes opportunités en termes d'immersion en entreprise, en termes d'immersion à l'international. En fonction de la notoriété des unes ou des autres, vont vous ouvrir des réseaux plus importants qui permettront et faciliteront la tâche aux étudiants en termes de recherche de stage, en termes d'ouverture sur le premier emploi, en France, à l'international. Et après, je dirais avant tout que le choix de l'école s'opérera également au moment des entretiens, de la rencontre in situ avec les élèves, avec le corps professoral, de profiter d'une journée comme on a aujourd'hui pour rencontrer les responsables de programme, rencontrer les élèves qui vont pouvoir vous faire part de leur expérience au sein de chaque école, de ce qu'ils peuvent vivre au niveau associatif, de ce qu'ils peuvent vivre au niveau des enseignements, des nouveautés, des nouvelles méthodes d'enseignement, puisqu'aujourd'hui on travaille de plus en plus en distanciel. Vous avez les cours en face à face dans les salles de façon traditionnelle, mais vous avez les compléments de cours en amont des cours et en aval des cours avec les réseaux sociaux, les outils qu'on développe les uns et les autres pour permettre toujours aux étudiants d'évoluer de manière autonome. Une grande école de commerce, c'est comme une boîte à outils. On va vous donner les éléments de base et après à vous de vous construire vos propres outils pour vous construire votre carrière et votre employabilité sur le long terme. Et pour ça, on va vous accompagner dans le développement de votre projet, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Aujourd'hui, toutes les écoles ont mis en place un système d'accompagnement personnalisé et individualisé pour justement optimiser l'employabilité de l'étudiant. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'accord. Vous vouliez dire quelque chose ? L'un des points noirs quand même du fait qu'il y a énormément d'écoles, c'est qu'il y a quand même des écoles qui délivrent des diplômes qui ne sont pas visés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Je pense qu'il faut mettre en garde quand même les élèves qui sont ici, les jeunes qui sont ici et leurs parents, et leur dire qu'il faut vraiment regarder dans les brochures que les diplômes sont de vrais diplômes que vous pourrez après monnayer entre guillemets si vous voulez rentrer en fac, si vous voulez intégrer une autre école. C'est ce qu'a répété M. Chenel, hein, ce sont des diplômes. Je préfère le dire plusieurs fois parce qu'on a souvent des étudiants qui nous écrivent et qui nous disent moi j'ai ce diplôme mais en fait je ne peux pas rentrer en master, je ne peux pas rentrer. Voilà. Et c'est important, quelle que soit la poursuite d'études, que ce soit en France ou à l'international. Tout à fait. Oui, je crois qu'effectivement les indicateurs, et c'est important parce qu'on peut avoir l'impression d'être devant un foisonnement de formations avec des dénominations qu'on ne comprend pas toujours. Côté école, je pense que nous pouvons tous dire qu'effectivement les indicateurs clés, c'est effectivement le visa. Parce qu'il faut savoir que les écoles, quand le diplôme est visé, il y a eu tout un travail, je dirais, d'analyse de la formation, de la qualité de la formation. Nous devons, en tant qu'école, prouver au ministère que ce que nous disons dans les plaquettes, par exemple, est réel, est vrai. Donc nous avons une sorte d'audit, qualité, et avec des périodicités. Nous soumettons au ministère la qualité du diplôme et nous sommes reconduits dans le visa ou pas. C'est vrai qu'un des premiers indicateurs, c'est le visa par le ministère. Moi, je parle des programmes grande école. Ensuite, se dire quel est le grade, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, vous serez exposé à l'international. Quand vous rentrez dans une formation type grande école, même si vous ne choisissez pas au départ d'aller travailler à l'international, vous cheminerez quand même avec des interlocuteurs à l'international. Et il faut effectivement, sur son CV, pouvoir écrire, parce que ça donne une lisibilité sur un plan international, grade de master.
Ça veut dire quelque chose pour toute entreprise un peu partout dans le monde, ou alors autre grade, mais enfin pour la grande école, grade de master. C'est vraiment des indicateurs de lisibilité qui ne sont pas questionnés. Voilà. Et quand la grande école peut dire mon programme est visé et il est grade de master, il faut juste comprendre que derrière, il y a eu tout un travail de vérification de ces éléments. On est autorisé ou pas à le dire. Oui, je crois que c'est très important Oui, de le répéter. Écoutez, moi je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Yep. Il y a un micro. Il y a un micro? Ah. Voilà. Ça marche pas? Merci. Oui, bonjour. J'aurais en fait deux questions très rapides. La première, c'est la différence que vous avez faite tout à l'heure entre école post-bac et école après-prépa. Je mets à la place de l'employeur et je me dis, si j'ai le choix entre deux élèves qui ont le même bac plus 4, 5, lequel je prends? Est-ce que je prends celui qui a, on va dire, quelque part fait l'effort et a démontré sa capacité de travail, d'assiduité, etc., en passant par une prépa, ou est-ce que je prends l'élève qui, quelque part, n'a pas eu cette difficulté complémentaire? Première question. Et deuxième question, c'est une question pour M. Offray. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 100% des élèves qui passaient par une prépa, qui avaient une place, mais c'est 100% par rapport aux écoles qui ont le diplôme visé, ou 100% par rapport aux 200 écoles? Alors, je vais répondre tout de suite à votre question. Donc, par rapport aux 100% d'étudiants qui intègrent, ce sont sur les écoles membres de la BCE. Voilà. Donc, c'est la banque commune d'épreuves à 27 écoles, plus la banque Ecricom, dont Kedge Business School fait partie, au même titre que Neoma, Reims-Rouen ou Nancy. Et aujourd'hui, quand je dis 100% des étudiants intègrent une grande école ou ont l'opportunité à l'issue du concours, et la répartition en fonction des résultats. Bien sûr, 100% des étudiants n'intégreront pas HEC ou l'ESSEC, mais sur l'ensemble des places mises à disposition, tous les étudiants qui ont fait une classe préparatoire, si leur stratégie concours est cohérente, auront l'opportunité d'intégrer une grande école, à minima visée et ayant le grade de master. Et la deuxième question, c'était Alors, est-ce que la classe prépa fait la différence auprès d'un employeur? Ouais, je pense que tout dépend pour quel poste vous postulez. Parce que si vous avez une offre d'emploi pour un chef de projet à qui on demande certaines compétences au niveau management, de l'expérience à l'international, à un certain niveau, je pense qu'un employeur va peut-être privilégier un étudiant qui est diplômé d'une grande école avec un grade de Master 2 à quelqu'un qui a un bachelor. Voilà, mais ça... C'était pas tout à fait... C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si un employeur prendra plutôt un jeune qui a fait une classe prépa plutôt qu'un jeune qui n'a pas fait de classe prépa. Un jeune qui a fait l'admission parallèle, voilà, qui a le même diplôme. Oui. Alors, il faut savoir que ces écoles sont les mêmes d'abord. Oui, il n'y a aucune différence. Les écoles recrutent à plusieurs niveaux et on ne parle pas d'écoles qui recrutent après le bac ou d'écoles qui proposent des programmes grande école, ce sont les mêmes. Après, ce sont les voies d'accès qui diffèrent. Voilà. Ensuite, au niveau des employeurs, je ne suis pas sûr qu'ils se posent ce genre de questions. Oui. Ce qu'ils vont regarder, c'est quel parcours, quelles compétences, quelle motivation surtout au sein de l'école. pour le poste proposé. Après, tout dépend effectivement du type de poste, du type de mission ou de projet confié. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, et je ne veux pas opposer les deux modèles, mais en tout cas, un jeune qui sort du bachelor, qui dès après le bac a été habitué à travailler en projet, en équipe, à travailler pour des entreprises, a donc accumulé à travers des stages ou l'apprentissage 5 années d'expérience, je peux vous dire que c'est largement apprécié par les entreprises en tout cas. C'est vrai. Mais je pense surtout que c'est une question de sensibilité et de parcours du recruteur également. Souvent, c'est ce qu'on dit dans la notion et l'optimisation du réseau. Si devant vous, vous avez quelqu'un qui recrute, qui lui-même a fait une classe préparatoire, il aura une plus forte sensibilité à recruter un étudiant qui a fait également la même démarche.
De même pour un recruteur qui, du type autodidacte ou qui a fait une formation directe après le bac de type DUT, BTS et après parcours grande école, lui-même aura une appétence vers des profils de même type. D'où la notion de réseau et du jeu. Mais on a quand même aujourd'hui une tendance, puisque nos grandes écoles se sont ouvertes de plus en plus au recrutement des admissions dites parallèles ou sur titre, à avoir aujourd'hui une mixité des profils qui tend à gommer de plus en plus ce phénomène de classe préparatoire versus admission parallèle. Et aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est la cohérence du parcours qui a été réalisé au sein de la grande école, des compétences en termes linguistiques, des compétences professionnelles, des capacités de mobilité intellectuelle et physique. Et c'est ça qui, de plus en plus, fait la différence. Et pour terminer, pour rejoindre sur ce que vous disiez, je pense que le diplôme et la formation en amont du diplôme, à savoir la classe préparatoire, peut jouer sur le premier, deuxième emploi, et après c'est vraiment l'individu qui fera la différence. Oui, après c'est l'expérience professionnelle qui fait la différence. Et les entreprises nous disent qu'ils recherchent avant tout des personnalités et des gens qui sont motivés, prêts à s'investir, et il y en a besoin. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas répondre de façon extrêmement cloisonnée à votre question. Je pense qu'on peut trouver, par exemple, à l'ESSEC, on a des programmes bachelor et le programme grande école. Un même employeur s'intéresse aux deux profils, mais pour des postes différents, parce qu'il saura qu'effectivement, il y a peut-être des compétences développées en classe préparatoire qui sont notamment une capacité d'analyse, une capacité de synthèse, une résistance à la pression, une façon d'organiser son travail, ça a été dit tout à l'heure, qui s'acquièrent en classe préparatoire, qui sont spécifiques à la classe préparatoire. Mais il s'intéressera effectivement, selon les postes, à un profil classe préparatoire ou à un profil BBA. Le poste qu'il proposera ne sera peut-être pas le même. Il aura un intérêt pour les deux formations, mais de façon distincte. La grille de salaire à l'entrée ne sera pas la même. Peut-être, il y a des entreprises qui ont des grilles de salaire extrêmement carrées selon le diplôme de formation. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à une formation de façon exclusive, mais l'entrée n'est pas la même. Et effectivement, après peut-être déjà 2 expériences professionnelles, effectivement, l'individu fait malgré tout la différence, mais le point d'entrée peut ne pas être le même. Je crois que voilà, mais ça dépend du poste, de l'employeur. Et ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs comme peut-être les cabinets de conseil, où là, effectivement, le cabinet de conseil, mais on peut trouver des exceptions, mais aura peut-être un cœur de cible qui sera plus profil classe préparatoire et grande école. Bon, maintenant, je ne veux pas être aussi affirmative, parce qu'on trouve toujours des contre-exemples. Mais je pense que les entreprises ont aussi besoin de profils diversifiés. Et pas d'avoir que des clones. Mais la classe préparatoire reste quand même la voie royale en termes d'excellence pour intégrer les grandes écoles. Tu n'as pas dit des clones. Oui. Je crois qu'il y avait une question. Oui, les admissions parallèles, je n'ai pas bien compris. Dans la première partie de l'exposé, vous parlez d'admission parallèle après DUT, BTS, donc Bac plus 2. Et madame de l'ESSEC, après, parle de N1. Donc moi, je suis un peu perdue. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'admissions parallèles? Et est-ce que ça veut dire qu'après Bac plus 2, vous faites 3 ans et qu'après M1, vous n'en faites plus qu'un? Deux. C'est pas clair pour moi. Alors, peut-être pour clarifier, donc si on parle du programme grande école, sur lequel on recrute majoritairement des classes préparatoires HEC, c'est un parcours qui s'effectue à minima en 3 ans, mais qui aujourd'hui s'effectue de plus en plus en 4 ans parce que les étudiants prennent une année césure, et donc on recrute sur la dernière année de licence, donc dernière année du bachelor, première année de master, deuxième année de master. Donc formation en 3 ans. Certains établissements, type l'ESSEC, l'EM Lyon ou HEC, recrutent uniquement à partir de Bac plus 3, Bac plus 4, sur dossier. Nous, Catch Business School, ainsi que d'autres établissements, nous recrutons à partir de Bac plus 2, sur concours également. Donc c'est le cas de Passerelle aussi, que je représente, puisque Novancia fait aussi partie de Passerelle, qui est commune, concours commun, donc post-Bac plus 2 ou Bac plus 3, à 12 grandes écoles de commerce et de management. Donc c'est effectivement, c'est après un DUT, un BTS, pour entrer dans ce qu'on appelle la première année de programme grande école ou le programme pré-master, et après un Bac plus 3 pour rentrer en M1, donc en deuxième année de programme grande école. Bonjour.
Beaucoup d'étudiants veulent rentrer dans ces écoles aussi pour partir à l'international. Il y a un chiffre de 20 à 30% qui a été mentionné tout à l'heure. La voie d'admission influe sur ces possibilités internationales. Puis, deuxième question, une fois qu'on est rentré, quels sont les critères discriminants d'une école à l'autre? J'ai l'impression que toutes les écoles se sont équipées d'un programme. Et finalement, qu'est-ce qui les distingue les unes des autres? Merci. Bah écoutez, de toute façon, je vais parler pour EM Lyon. Nos étudiants font tous, à partir, après la première année, 6 mois de stage à l'international, c'est obligatoire. Ensuite, ils peuvent partir sur notre campus à Shanghai. Là, il n'y a pas de sélection. Mais il est vrai que s'ils souhaitent, par exemple, faire un échange académique avec une université qui est dans le ranking du Financial Times, par exemple, numéro 2, on va faire, selon aussi la volonté de notre partenaire académique, une sélection avec les notes obtenues pendant la première ou deuxième année. Voilà, donc là, il peut y avoir effectivement des restrictions. Mais les stages, non. Là, c'est à chaque étudiant de façonner son parcours académique et professionnel et le présenter au recruteur pour qu'il trouve un stage. Là, ce n'est pas une sélection de notre côté. L'intérêt d'intégrer un bachelor, d'intégrer une école de commerce, donc dès après le bac, c'est de pouvoir partir à l'international tout de suite après le bac et pas de devoir attendre 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a des possibilités et même des obligations dans certains cas de parcours académique à l'étranger ou de stage à l'étranger. On peut d'ailleurs combiner les deux, voire de double diplôme en 3e année de bachelor et possibilité de repartir en master. Donc ça permet aussi de diversifier ses expériences à l'international. Je peux apporter un éclairage pour l'ESSEC. L'international est une exigence de diplôme. Le diplôme de la grande école ESSEC, il est attribué à l'étudiant en fin de parcours et c'est le même diplôme qu'il soit rentré par la voie de la classe préparatoire ou qu'il soit rentré par la voie de l'admission sur titre. Le diplôme in fine et le diplôme qui garantit que les exigences pour l'obtenir sont remplies. Dans ces exigences figure une exigence qui est l'international. Donc pour être diplômé de la grande école, un étudiant aura à minima fait une expérience de 9 mois à l'international. Cette expérience, elle peut être faite sous la forme de stage ou sous la forme d'échange académique ou sous la forme de suivi de programme sur notre campus de Singapour. La façon dont l'étudiant va remplir cette exigence lui est propre, mais effectivement, ce qui compte, c'est à l'arrivée, tous les étudiants à minima ont fait cela. En première année, un étudiant qui est sorti de la classe préparatoire, qui a intégré l'ESSEC, est à Cergy, sur le campus de Cergy, et fait toute une première année, jusqu'au mois de juin, à Cergy. Il peut, si c'est son choix, faire son premier stage à l'international, il peut aussi le faire seulement en France. Mais cet étudiant post-classe préparatoire, au moment du diplôme, il aura fait 9 mois. L'étudiant qui est admis sur titre, qui lui va rentrer en 2e année, eh bien c'est entre son entrée en 2e année et son diplôme qu'il aura fait également 9 mois à l'international. Je ne sais pas si ça éclaire votre question. Donc là aussi, ça dépend des écoles. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le diplôme est le même. Le CV de l'étudiant sera différent, son supplément au diplôme sera différent, mais le diplôme en tant que tel est le même. Oui, j'ajouterai une dernière chose. Il faut, au nom de toutes les grandes écoles, en moyenne, un étudiant effectue entre 6 et 18 mois à l'international au cours de son cursus. Et les critères donc, de sélection des profils pour intégrer telle ou telle université est lié donc à la reconnaissance de cette université, notamment dans le classement du Financial Times. Donc vous avez les critères académiques, c'est-à-dire le résultat de l'étudiant dans le cadre de sa formation en France, qui devra justifier d'une moyenne pour pouvoir prétendre à telle ou telle université. Ensuite, vous allez également avoir des tests, ça peut être le TOEFL, le TOEIC, le GMAT, qui va être exigé par l'université recevante, qui vont être un des critères d'acceptation ou non du profil de l'étudiant dans l'université. Et ça, c'est également connecté, et vous parliez de différence, qu'est-ce qui différencie une école à l'autre? C'est qu'en fonction de la stratégie de développement international, de la notoriété de l'école, vous avez plus ou moins de partenaires académiques internationaux. Le groupe Catch Business School aujourd'hui, c'est 278 partenaires académiques dans le monde pour le choix des destinations pour un semestre, une année diplômante à l'international. Mais ce n'est pas
Voilà, donc les choix sont vraiment très très larges. Et en fonction du prestige de l'université, vous pouvez avoir 1, 2, 5 places dédiées à telle ou telle école, ou bien 10 ou 20 places. Et le classement qui fait foi, si j'ai bien compris, c'est celui du Financial Times. Qui est aujourd'hui une des références mondiales. Oui. Et l'étudiant, il y en a plein d'autres. Oui. Voilà. Mais pour Celui qui est le plus réputé. Alors, on parle d'expatriation, qui évidemment c'est très important, mais il y a aussi l'aspect multiculturel, parce que en général, les accords de partenariat sont des accords d'échange ou de double diplôme, mais ça implique donc qu'on puisse faire partir les étudiants français à l'étranger, mais aussi recevoir des étudiants internationaux de plus en plus, donc dans des classes internationales, avec de plus en plus de cours en anglais. Donc l'international, c'est aussi à l'école. Il faut peut-être aussi juste une dernière chose, savoir que ces échanges font partie de la scolarité. Donc si vos enfants vont partir aux États-Unis, vous connaissez les tarifs de certaines universités là-bas, donc il ne va pas falloir payer en plus des frais de scolarité, au moins chez nous ici présents. Donc c'est une formidable occasion aussi, parce que si vous devez payer normalement 50 000 $, j'exagère un peu, et vous pouvez faire ça au sein d'une une grande école française dans un programme d'échange, c'est quand même une formidable occasion. Alors moi j'avais une question par rapport au profil des élèves à l'entrée dans les grandes écoles. Alors si on se place sur les 40 grandes écoles de la conférence des grandes écoles, donc en suivant un parcours préparation, donc classe prépa, il me semble que dans les prépas pour les écoles de commerce, il y a 2 options, une option scientifique et une option éco. C'est toujours le cas ou pas? Non, Vous en avez plus. Oui, alors plus. bon, ah oui, il y en a plus. Vous Oui, avez pardon. l'option littéraire, l'option technologique, Voilà. l'option économique et l'option D'accord. scientifique. D'accord. Bac S, bac éco. D'accord. ECS. Alors, ces 4 options, ensuite pour l'entrée dans les grandes écoles, il y a un nombre défini de places par option, par école, Il y a pas ou de- en fait, parce a que pas de les quota. concours sont différents, donc après, comment ça se répartit Au sein de la BCE, il n'y a pas de quota par filière. Les écoles qui font partie de la banque commune des épreuves n'ont pas instauré des quotas. Donc nous on ne dit pas il y a 25% pour les S, 25% pour les E, etc. C'est selon le pourcentage de réussite et aussi par rapport au nombre d'étudiants qui sont inscrits dans ces filières. Donc si vous voyez dans les statistiques d'intégration des écoles que par exemple pour les littéraires il n'y a que tant d'élèves qui ont intégré, il faut savoir que le nombre des candidats dans cette filière est peut-être plus bas aussi. D'accord. Mais alors, comment vous jugez si ce sont des concours différents? Comment on arrive épreuves à différentes. reclasser les élèves Alors, puisqu'ils voilà. ont un Non, mais concours c'est- différent? Vas-y. On peut essayer de répondre à votre question de façon pragmatique, à savoir, pour toutes les voies, il y a un concours dont les épreuves sont déjà faites sur le programme de classe préparatoire. Voilà. Donc il y a un programme de classe préparatoire, on a listé effectivement les différentes voies. Si on veut encore être plus précis, au sein des littéraires, il y a en soi 3 sous-segments, on a 3 segments. Voilà. Et chaque école élabore son concours avec des épreuves qui sont quelquefois partagées. C'est le cas justement, les banques d'épreuves, elles servent à cela, pour ne pas faire passer. Imaginez si le pauvre étudiant devait passer toutes les écoles avec autant d'épreuves. Bon, donc il y a des épreuves partagées. Ce sont ce qu'on appelle les banques communes d'épreuves. À partir de l'épreuve, l'école choisit de coefficienter son épreuve. Donc il y a peut-être des écoles qui choisiront de mettre un coefficient en mathématiques de 6, alors qu'une autre école choisira pour la même épreuve un coefficient seulement de 4. Je donne un exemple. À l'arrivée, au moment des écrits, le total de points, c'est-à-dire la somme des coefficients, est de 30. Et donc l'étudiant est classé sur un nombre de points, c'est-à-dire ça c'est commun, que l'on ait fait les épreuves littéraires, les épreuves scientifiques ou les épreuves économiques. Donc le socle en termes de points est le même. Donc on classe les élèves, il y a ce que Madame Kiefer disait tout à l'heure, on interclasse, on n'a pas de quota, on interclasse, et effectivement les étudiants sont déclarés admissibles ou pas selon les écoles.
Je ne sais pas si ça éclaircit ou pas. C'est bien décrit dans les petites brochures. Il faut, Oui, il faut et pas trier dans les j'ajouterais documents. qu'il y a HEC, par exemple. À HEC, il y a de plus en plus d'élèves qui ont fait des prépas littéraires, qui intègrent HEC après leur cagne via la banque d'épreuves littéraires. J'ajouterais aussi qu'en fait, l'appréciation du profil se fait en 2 temps. Donc on a les épreuves écrites qui sont là pour évaluer le potentiel académique et intellectuel, où on a cette première étape. Et la deuxième est l'entretien individuel, l'entretien de personnalité, qui là sera réalisé dans chaque école que l'étudiant souhaiterait intégrer. Et ensuite, on fait une moyenne des écrits et des oraux. Je crois qu'il y avait une question là derrière. Oui. Une question. Je pense qu'on va prendre 2 questions parce qu'après il y a une autre conférence juste Oui, derrière. bonjour. En fait, ma question, c'était que vous opposez pour rentrer dans la même école le passage par la prépa ou par un bachelor. Moi, ma question, c'est plutôt pourquoi ne pas choisir dès le bac une autre école de commerce, parce que tout le monde n'intégrera pas HEC, une autre école de commerce qui délivre un diplôme de master en bac plus 5. Là, je vais opposer... pourquoi ne pas faire une école directement après le bac? Quel est l'intérêt de... Je crois qu'on n'a pas opposé les deux, on a dit que Non. c'était 2 choix possibles. Voilà. D'accord. Et alors, qu'en est-il des écoles qui recrutent directement après le bac? Nous avons Niveau nous-mêmes des bachelor, formations. niveau bac plus 5. Hein. Alors, la problématique aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a donc le programme Grande École qui recrute Bac plus 2, Bac plus 3 et amène au Bac plus 5 grade de master, qui est la formation d'excellence. Et nous proposons également des formations en post-bac de 3 ans, de 4 ans, avec, en fonction des établissements, une forte orientation internationale, qui permettent aux étudiants soit de rentrer sur le marché de l'emploi, soit de présenter à nouveau les concours dont nous parlions tout à l'heure, pour intégrer le programme Grande École. Aujourd'hui, on est plus dans une complémentarité des formations. Ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, l'intérêt d'ouvrir une formation en post-bac qui amène à Bac plus 5, alors qu'on a un programme Grande École qui délivre également un Bac plus 5, il n'y a pas d'intérêt pour les établissements. Sauf à identifier une formation qui est spécifique, par exemple, pour l'international. Chez nous, à Catch Business School, on a une formation après-bac qui s'appelle l'EBP, qui donc recrute en post-bac et délivre un Bac plus 5, mais pas au grade de master, pour des étudiants qui souhaitent bénéficier d'une carrière à l'international et qui ont déjà ce projet défini au moment du bac. Puisque c'est 3 ans et demi d'expérience à l'international obligatoire. Mais encore une fois, il n'y a pas d'opposition. C'est une complémentarité des programmes de formation et de ce que l'on recherche en type d'employabilité et en type de métier. Je pense qu'il faut rappeler quand même le système d'harmonisation européenne des diplômes, ce qu'on appelle le processus de Bologne, donc le LMD. L'idée, c'est d'harmoniser donc les diplômes autour de 3 niveaux, qui sont le bac plus 3, licence ou bachelor dans les écoles de commerce, le master et le doctorat. Donc l'université s'est alignée sur ce schéma-là depuis belle lurette et les écoles de commerce sont en phase de le faire de plus en plus à travers donc, ces programmes bachelor suivis du master en 2 ans. Donc il y a plusieurs chemins possibles pour aller jusqu'au grade de master. Le mot, effectivement, que vous avez utilisé, le mot d'opposer, est vraiment absolument pas. Je pense que tout ce qui a été dit là dans les différents messages qu'on a voulu partager avec vous, et si je prends par exemple l'ESSEC, je ne vois pas comment nous pourrions opposer au sein d'un même groupe 2 programmes que nous proposons aux étudiants, puisque nous proposons le BBA de l'ESSEC, qui est une formation post-bac, et le programme Grande École. Donc il n'est absolument pas envisageable d'opposer ces 2 programmes, puisque nous les proposons à la formation initiale. Par contre, nous insistons sur le fait qu'ils sont différents. Et il faut se poser la question de ce que l'on veut faire, et je pense que ça a été abordé dans les différents messages. Une dernière question. Encore une, les doubles diplômes dont vous parliez à un moment donné, toutes les grandes écoles, les 40, là, en proposent ou pas? Bah écoutez, je pense qu'il y a des doubles diplômes effectivement dans les grandes écoles de commerce. Après, c'est à vous de regarder de très près ce que c'est comme double diplôme. Si c'est un double diplôme en première année pré-master et ça vous donne qu'un bachelor, un niveau bachelor, est-ce que c'est un double diplôme avec une institution française très cotée, très reconnue? À ce moment-là, il faut parfois ajouter quand même 1 an et demi ou 2 ans de formation. Comme c'est un échange, un accord entre les institutions, il y aura
a priori pas de frais de scolarité, puisque bon, Centrale par exemple, c'est une école de l'État français, donc il n'y a pas de frais de scolarité. Si c'est une université étrangère en Allemagne, il n'y a pas de frais de scolarité. Si c'est aux États-Unis, peut-être il y en aura. Donc il faut aussi tenir compte de tout cela et regarder de très près la qualité du partenaire pour le double diplôme. Après, ce n'est pas une obligation. Il faut réfléchir pourquoi je veux faire un double diplôme, à quoi ça va me servir au niveau professionnel. Est-ce que c'est une niche? Est-ce que c'est une vraie double compétence qui va beaucoup plus loin que le grade de master, que le programme grande école que j'ai déjà obtenu au sein de mon établissement? Donc c'est une vraie réflexion à mener. Pour les doubles diplômes d'institutions françaises. Hein. Ouais. Donc pour les... Oui. Alors, pour les 40, la réponse c'est oui. Après, il faut regarder école par école. Oui, voilà. Très bien. Question de stratégie et de territoire d'école avec des écoles d'ingénieurs, des écoles d'avocats et autres. Mais ça, c'est spécifique au territoire et aux stratégies de chaque école. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On pourrait discuter encore très longtemps. J'espère que ça vous a un peu éclairé et que voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment bien prendre le temps de regarder tout ce qui est proposé. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. C'est vrai que c'est très compliqué, je trouve.